Si vous vous souvenez, mes bons petits amis, il y a quelques jours, c'était pas si loin que ça, je vous avais proposé une vidéo pour la DGSI, la violence et le terrorisme, c'est uniquement d'ultra-droite et vu à la télé. Alors, quand j'ai fait ça, bah, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas, puisque ça me paraissait un petit peu bizarre. Et quand j'ai fini la vidéo, bah, j'ai fait un petit peu d'autres recherches et je suis tombé sur un article qui, en fait, expliquait que, bon, raconte, le directeur de la DGSI n'avait pas parlé que de ça. Il avait aussi parlé du risque du terrorisme islamiste et même s'il est plus mineur, le terrorisme, en tout cas l'écoterrorisme des écologistes d'extrême gauche, ainsi que des mouvances plus ou moins anarchistes qui peuvent de temps en temps avoir des envies de faire le coup de poing et de nous imposer la révolution avec un god ceinture et directement dans les fesses. Voilà, donc ça existe, mais c'est vrai que massivement, c'est avant tout le terrorisme islamiste, le risque terroriste islamiste qui est le plus important. Et le terrorisme d'extrême droite existe avec des taux de 7 à 10%, suivant les cas. Donc, j'ai vu cette information-là, mais c'est pas pour autant que j'allais refaire ma vidéo et que moi, ce qui m'intéressait véritablement, c'était de réagir à l'article tel que je l'avais trouvé dans je sais plus quel journal, dans Vue, et ça me satisfaisait tout à fait. Cependant, j'ai avoué que, en fait, je savais, donc je me devais aussi de lire et d'analyser l'article, l'interview que le mec de la DGSI avait fait auprès du Monde. Et c'est dans jforum.fr que on a l'entretien, en tout cas les parties essentielles, à défaut de savoir s'il est entier, sur justement cette interview. Et là, il aborde pas seulement l'ultra-droite, puisque là, on va dire que c'est une simplification de l'AFP qui, bizarrement, a complètement annihilé tout ce qui était risque de terrorisme d'extrême gauche et a minimisé, pour pratiquement le faire disparaître, le risque djihadiste. Assez plaisanté maintenant, retour aux tristes vicissitudes de notre existence tortueuse dans laquelle nous allons suffoquer sous les assauts des hordes de banlieusards affûtés qui veulent s'habiller en Louis Vuitton, porter des parfums de prix et vider les comptes en banque des petites gens comme nous, les méchants, les pas beaux. Bon, comme je vous l'ai dit, le renseignement français est très inquiet. Le directeur de la DGSI ou DGSI, donc c'est la direction intérieure du renseignement intérieur. Donc pour résumer, c'est les barbouzes de l'intérieur, ceux qui nous surveillent, hein, ceux qui vont activer vos téléphones pour écouter ce que vous dites. Hein. Donc le mec, vous voyez, là, il est là, il a l'air sérieux, ah, il a une bonne tête, attendez, c'était pas la bonne fenêtre, bah décidément, on va y arriver, on va y arriver, voilà, c'est mieux comme ça. Donc, ce monsieur a plein de choses à nous dire. Ce monsieur s'appelle Nicolas Lerner, c'est le directeur général de la sécurité intérieure. Donc, comme je vous l'ai dit, l'article tronqué de l'AFP, qui a été repris par toute la presse, laissait entendre qu'il nous disait uniquement que le seul risque terroriste en France, c'était le risque de l'extrême droite, qui n'est pas ridicule non plus, puisque ça concerne quand même à hauteur de 10% des choses qu'ils arrivent à découvrir. Hein. Donc, il y a quand même des gens un petit peu foufous. Mais ce n'est pas l'essentiel. Djihadistes, ultra-droite et ultra-gauche l'appellent à la vigilance du patron de la DGSI. Dans un entretien au Monde, Nicolas Lerner, qui dirige le renseignement intérieur, décrit les nouveaux profils de terroristes potentiels. Si le risque d'attaque djihadiste reste la principale menace, il s'inquiète de la banalisation du recours à la violence à l'ultra-droite. Je sais pas, moi, depuis que je suis né, j'ai toujours entendu parler
des, des bastonnades ou des ratonnades organisées par des gens d'ultra-droite. Je vois pas en quoi on peut aller au-dessus de ça. Ou alors, ça veut dire que avant c'était que un fantasme et que maintenant il y aurait une réalité. Ah, bah ça va être ça. Hein. Sans parler d'écoterrorisme. Oh, l'écoterrorisme, c'est pas beau ça. Oh, c'est pas beau. Il estime que la manière dont l'ultra-gauche investit la sphère environnementale est un sujet de préoccupation. Tu m'étonnes. Surtout que les gens, ils se disent écologistes. Et puis, j'ai fait une vidéo aujourd'hui dans laquelle je me suis intéressé au CV des 16 personnes qui ont été sélectionnées pour être dans la liste donc des éventuels députés pour les élections européennes de la mi-2024. Et dans le tas, sur les 16, il y en avait 2 qui avaient un rapport plus ou moins étroit avec la nature, avec la terre. Tous les autres, c'était du politique, c'était du sociologue, hein, et puis c'était des gens qui ont rien à faire à l'histoire, quoi. Par contre, ils avaient tout à fait à faire avec le racisme systémique, les problématiques sociétales diverses et variées. Donc évidemment, féminisme, on l'a dit, le racisme, les histoires économiques. Mais par contre, l'écologie, pas trop. Donc en fait, je sais pas pourquoi il s'appelle le parti écologiste. Il devrait s'appeler le parti fémino, islamo, franco-insoumise, un truc comme ça, je sais pas. Alors je sais pas non plus pourquoi ils veulent faire cavalier seul pour les élections européennes, à part parce que peut-être les écologistes ont toujours eu le vent en poupe pour cette élection, mais réellement, je vois pas ce qui les différencie des autres partis. Hein. Ils se disent tous écologistes. Hein. Il y a qu'eux qui, bah, de toute façon, ils sont vent debout. Oh, on est écologistes. Ne voulez pas ça. Oh, c'est nous les patrons. Euh... Donc, le directeur général de la sécurité intérieure, il est inquiet. Il est très, très inquiet. Donc, alors, qui c'est ce bonhomme? Donc, il est en place depuis 2018. Il est occupé de nombreuses fonctions au sein du ministère de l'Intérieur. Il dresse le panorama d'une menace terroriste globale en baisse, mais aussi en forte mutation. Alors en même temps, on nous dit que le risque terroriste baisse. Donc s'il baisse, ça va bien, c'est mieux, non? Il dresse le panorama d'une menace terroriste globalement en baisse, mais aussi en forte mutation, avec la montée en puissance de l'ultra-droite et une tentation accrue de la violence à l'ultra-gauche. Une parole rare. Le terrorisme djihadiste reste-t-il la principale menace à la sécurité intérieure en France? La menace terroriste a baissé en intensité par rapport à la période 2015-2018. Il était temps. Sous l'effet de différents facteurs, notamment l'action de la coalition sur la zone irako-syrienne, la déstabilisation judiciaire des réseaux en France et en Europe et la lutte acharnée contre la propagande et un renforcement des moyens humains et financiers des services de renseignement. Elle se maintient cependant à un niveau très élevé du fait de la résilience de l'État islamique en Syrie et en Irak et de la dynamique de croissance d'autres groupes en Afrique et en Afghanistan au travers de l'État islamiste au Khorasan. Alors le Khorasan, je savais même pas que ça existait quoi. Je sais pas ce que c'est le Khorasan. C'est quoi le Khorasan? On va les regarder parce que là ça me dit rien. Khorasan. Le blé Khorasan est une variété de blé durancien. Khorasan. Ah, le Khorasan. Alors le Khorasan en persan est une région située dans le nord-est de l'Iran, aux confins du Grand Khorasan fertile. Ah ouais. Bah, je croyais que c'était que des sunnites. C'est plutôt en Iran, c'est des chiites, non? Bon, peut-être qu'on va avoir l'explication un petit peu plus tard. À travers de l'État islamiste au Khorasan. De fait de ces dynamiques, le djihadisme, en fait, je comprends pas bien parce que l'Iran ne protège pas l'État islamiste. C'est ça que
Il l'a même combattu de façon très intense, donc je piche pas. De fait de ces dynamiques, le djihadisme sunnite, qui est le seul qui est tué en France ces dernières années, reste la principale menace terroriste à laquelle notre pays est confronté, et ce durablement. C'est vrai que le chiite, en fait, c'était quand on avait eu des embrouilles avec l'Iran, et c'était dans les années 90, et c'était pour une histoire de pognon en plus. C'était pas pour une histoire de religion. Cette menace semble aujourd'hui essentiellement le fait d'individus déjà présents sur le sol national. Oh, des gens qui sont déjà présents, comme c'est étonnant. La première source de menace est en effet endogène et émane d'individus qui sont nés ou séjournent durablement sur le territoire national. Oh, oh. Ce sont souvent des individus solitaires, sans lien direct avec des organisations terroristes, dont la seule interaction sociale se résume bien souvent aux réseaux sociaux. Leur parcours de vie, souvent heurté, les rend particulièrement perméables aux discours victimaires de la propagande terroriste et aux incitations à l'ultraviolence. En ça, ils sont bien motivés par la gauche qui aime bien jouer du violon sur le côté victimaire des choses. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Dans cette catégorie figurent des individus qui souffrent de troubles psychologiques ou psychiatriques, mais surtout de jeunes adolescents souvent en sentiment d'échec, présentant des failles comportementales qui trouvent dans l'islam radical une matrice existentielle simple et peuvent, à travers la radicalisation, s'inventer un personnage, devenir quelqu'un de plus fort. Ah, celle-là. Alors en fait, quand ils se disent ouais, moi je vais faire du terrorisme, je vais me faire exploser. Ah oui, mais j'ai pas de bombe. Ah, alors je vais prendre un couteau de cuisine. Maman, elle m'en voudra pas si je lui pique un couteau. Allez, je vais aller faire un massacre. Et là, donc du coup, il se sent plus fort. Bon, moi je pense plutôt qu'il va se sentir plus mort. Mais bon, ce type de profil, jeune certes, mais qui n'en reste pas moins dangereux, constitue l'essentiel des individus auxquels nous sommes confrontés depuis quelques mois. Comme en atteste le projet d'attentat déjoué par la DGSI en mars, deux jeunes hommes, dont un mineur de 17 ans vivant dans les Alpes-Maritimes et en Seine-Saint-Denis, projetaient plusieurs attentats à l'arme blanche contre des civils, des personnalités qualifiées d'opposants à l'islam ou contre des églises. Mais là encore, c'est un petit peu comme les histoires qui nous ont sortis pour l'ultra-droite. Je dis pas que ces personnes n'allaient pas passer à l'acte, mais on est là encore, ils chopent des gens qui discutent sur Internet, qui se chauffent entre eux. Moi, quand les gens parlent, je suis pas trop inquiet. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas trop inquiet. Je dis pas que ça peut pas déborder, je dis pas qu'il peut pas y avoir de choses. Non, moi, ce qui me fait plus peur, c'est le cas un petit peu ce qui était dit dans le paragraphe précédent, des chèvres isolées qui laissent monter en regardant des trucs sur Internet, qui laissent monter la haine, qui se radicalisent et qui extériorisent pas ça en parlant avec d'autres. Eux déjà sont indétectables. C'est les flics de la DGSI peuvent pas lire dans l'âme des gens, hein. Mais quand les gens discutent, en fait, je suis beaucoup moins inquiet. En plus, physiquement, il y en a un qui était dans les Alpes-Maritimes, l'autre en Seine-Saint-Denis. Il y en avait un qui avait 17 balais, donc. Et même simplement pour aider ça, il faut du pognon. Ils l'auraient trouvé eux, les pognons. C'était des crevards, et j'en doute pas un seul instant. Donc c'est du fantasme, hein, c'est du fantasme. Et ils font une gloriole en se disant ouais, on a arrêté deux mecs, ils allaient faire des attentats. Mon cul, mon cul. Tout risque d'individus présentant des profils plus chevronnés est-il écarté? Malheureusement non. Nous avons ainsi caractérisé que parmi les individus plus expérimentés et aguerris, dont les projets d'action violente ou de départ sur zone ont été entravés par l'action des services, certains sont dans une posture de revanche. Le meilleur exemple est Franck Elong Abbé, mis en examen pour l'assassinat d'Ivan Colonna en mars 2022, dont il ressort qu'il restait encore extrêmement imprégné d'idéologie islamiste et ultra-violente, malgré près de 10 ans de détention. Bah, vu qu'il est à l'isolement, c'est vrai que
je pense que ça doit pas, ça va plutôt forger à se dire que on a eu raison, quoi, d'être dans des conditions pareilles. Mais bon, comment tu veux traiter quelqu'un qui a rendu la mort, quoi? C'est compliqué. C'est compliqué. Enfin, la menace dite extérieure, même si elle est diminuée par rapport aux années 2015-2018, n'a pas disparu et constitue même un sujet de préoccupation croissant depuis une année. Si leur capacité à envoyer chez nous des militants opérationnels reste limitée, les organisations terroristes en Syrie et de plus en plus en Afghanistan interagissent de nouveau avec des individus radicalisés résidant en Europe ou en Asie centrale et les invitent directement à passer à l'acte. Plusieurs menaces de cette nature ont été entravées ces derniers mois en Europe par la DGSI en novembre à Strasbourg, arrêté alors avec 5 autres personnes, 2 jeunes radicalisés, un russe et un tadjik, ont été mis en examen et placés en détention provisoire en décembre 2022 à Strasbourg, mais aussi par nos partenaires en Suède ou aux Pays-Bas. C'est un phénomène que nous voyons croître depuis l'été dernier et sur lequel, en lien étroit avec la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, nous sommes particulièrement vigilants. Quels sont les moyens techniques et humains pour assurer une prise en charge efficace des sortants de prison? Ah bah oui, ça c'est un problème, c'est un véritable problème, ça. Le nombre de détenus pour des faits de terrorisme est actuellement de 391 condamnés ou mis en cause. En 2022, pratiquement une centaine d'entre eux sont sortis, alors qu'un peu plus de 50 devaient être remis en liberté cette année. Les années qui suivront, ce sera une quarantaine par an. Les services de renseignement intérieur s'assurent que chacun de ces sorties donne lieu à une évaluation préalable du risque sécuritaire et à la mise en place de dispositifs de suivi adaptés. Ouais, genre on va lui demander de venir tous les lundis au commissariat. Ah ouais, super. Ensuite, des surveillances techniques et humaines sont organisées avec souvent la prise de mesures administratives comme les MICAS, mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, en complément des mesures judiciaires. Ni l'Iran ni la Syrie ne protègent l'État islamique. Par contre, l'OTAN, donc nous, les finançons et armons ces tarés pour déstabiliser ces pays. Tout le Moyen-Orient y a eu droit. Nos écologistes sont des éco-communistes, verts dehors et rouges dedans, les pastèques. Ah, c'est pour ça le terme pastèque. Je l'avais lu et je comprenais pas. Là, il y a quelqu'un sur une vidéo, il parlait de pastèque et je comprenais pas pourquoi il parlait de pastèque. D'accord, j'ai compris. Rouge dedans, vert dehors. Ah, bah voilà, tu m'as donné l'explication. Comment se passe le retour des Syries? Sont-ils destinés à se poursuivre? Bah oui, là on a vu femmes et enfants qui reviennent de Syrie. Alors c'est quand même comme c'est caustique. Hein. Il y a les mecs, ils se cassent en Syrie pour aller combattre l'Occident et compagnie. Après, t'as les gonzesses qui les rejoignent. Ils se marient, ils font des gamins. Les mecs se font dessouder ou sont en tôle. Et les gonzesses, elles sont dans les camps là-bas, et puis c'est pas top. Hein, en fin de compte, je suis française. Hein. Ah ouais, d'un coup, elle se souvient qu'elle est française. Donc, elle est rapatriée, donc elle va faire un petit stage en tôle, évidemment. Mais bon, la tôle en France, c'est quand même mieux que les camps, dans des camps au milieu du désert, à 30, à 50 degrés, dans des conditions assez pourries. Et puis les gamins, ils sont confiés à la DAS en attendant qu'ils sortent, etc. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner, ça? Qu'est-ce que ça va nous donner? Pour des raisons très largement sécuritaires, notamment prévenir les risques d'évasion depuis les camps de Rojava, dans le nord-est de la Syrie, au sein desquels la situation reste très instable, et éviter l'embrigadement idéologique des jeunes mineurs sur place, et donc prévenir un danger à terme pour notre pays, la décision a été prise en juillet 2022 d'étendre le rapatriement des Syries aux femmes volontaires et à leurs enfants. Bah ouais, mais moi je sais pas, moi. Ils ont pas déchiré leur passeport, leur machin. Ils sont encore français ces gens-là. Est-ce bien raisonnable? Ils ont pas la double nationalité, non? On peut pas leur retirer une de leur nationalité histoire de se débarrasser de ce problème? Parce que franchement, c'est des embrouilles, hein.
Alors si le moyen, ça c'est, je comprends pas la logique du, ouais, pour qu'ils soient moins dangereux, faut les rapatrier. Euh, je sais pas, je doute, je suis pas certain. Tout cela me laisse songeur. Euh, Au cours des 4 opérations qui ont permis de traiter la totalité des personnes concernées, 56 femmes et 132 enfants ont été rapatriés, une femme et 37 mineurs isolés ayant par ailleurs été rapatriés dans le cadre d'opérations ponctuelles. Toutes les femmes ont fait l'objet de poursuites judiciaires et la quasi-totalité ont été incarcérées. La quasi-totalité, c'est-à-dire que pas toutes. Tous les enfants font l'objet de mesures de placement et d'un suivi extrêmement fin et individualisé. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que ces enfants seront rendus à leur mère à leur sortie? Je suppose que oui. Et je vois pas pourquoi ces gonzesses seraient pas toujours radicalisées. Hein. Être causé, ça donne soif. On dira ce qu'on voudra, mais hein. Alors, avec quel résultat? Il est encore trop tôt pour dresser un bilan sécuritaire de ces retours qui n'ont plus vocation à se poursuivre sous cette forme. L'ensemble des femmes qui exprimaient la volonté de revenir ayant été rapatriées. Si l'essentiel des femmes tient un discours apparent de regret vis-à-vis de leur expérience, ah, promis, je vous jure, je recommencerai plus. Jamais, j'ai pas réfléchi, j'étais jeune, j'étais bête. Il avait des yeux tellement intenses, il m'a rendu folle. Ouais, voilà. Il ne faut évidemment pas baisser la garde, certaines d'entre elles ayant été et restant potentiellement radicalisées. S'agissant des mineurs, 325 d'entre eux vivent aujourd'hui sur le territoire national après un séjour sur zone et pour certains, un passage par les camps du nord-est syrien. La majorité d'entre eux, avant tout considérés comme des victimes, fait preuve d'une grande résilience par rapport à ce qu'ils ont vécu. Oh, les pauvres choux! À mesure qu'ils grandissent, il est cependant logique que ressurgissent des troubles. Ah bah là, ça va y est, on va nous reparler des problèmes mentaux. Des troubles, des questionnements parfois, des difficultés de comportement qui justifient un suivi très attentif et dans la durée par les services de l'État et leurs partenaires, dans le cadre de cellules restreintes qui se réunissent sous l'autorité des procureurs. Eh ben dis donc. Ah, on n'est pas sorti du lac. Hein. Le premier procès aux assises pour un complot terroriste d'ultra-droite et néo-nazi vient de se tenir. Ce genre de procès est-il appelé à se multiplier? Combien d'individus potentiellement violents comptent cette mouvance? Donc, là encore, c'est le même cas que les deux énergumènes qui voulaient faire des attentats islamistes. Là, on est dans le virtuel, on est dans la branlette intellectuelle. J'ai du mal à faire l'association monde réel, monde virtuel à ce niveau-là. Donc je comprends bien que il faut dans tous les cas de figure tuer dans l'œuf tout ce genre d'histoire, mais là on est quand même un petit peu dans Minority Report, si vous voyez ce que je veux dire. On condamne à la hauteur de l'action, mais l'action n'est pas réalisée, c'est que virtuelle. Il y a pas les moyens. En fait, il y a l'idée, mais il n'y a pas les moyens physiques de réaliser cette action. Il n'y a pas l'action elle-même. Il n'y a même pas de préparation réelle de l'action. Il n'y a même pas de préparation tout court de l'action, à part des discussions. Donc moi, j'ai toujours du mal avec ces histoires-là. Par contre, ce que je suis certain, c'est que après le passage en tôle, tous ces gens seront radicalisés. Donc peut-être qu'ils feront rien dans les années qui viennent, mais si il y a la moindre possibilité d'avoir des soulèvements ou des fric-fracs, ces gens-là seront dans le tas et auront à ce moment-là, je pense, des vrais comportements dangereux, on va dire. Donc il crée les futurs ennemis intérieurs qui ne veulent pas, quoi. Mais il n'y a pas de solution alternative, hein. Je dis pas le contraire, mais je trouve ça compliqué.
Les preuves précédentes, bon, ça l'a vu, la banalisation du recours à la violence et la tentation de vouloir imposer ses idées par la crainte ou l'intimidation font courir un grave danger à notre démocratie. Voilà, là tu vois, c'est de nouveau, je comprends pas ce que je suis en train de lire. C'est ouf, hein. Et dès qu'on parle d'ultra-droite, j'arrive plus à comprendre ce qui est écrit, c'est bizarre. C'est la banalisation du recours à la violence et la tentation de vouloir imposer ses idées par la crainte ou l'intimidation font courir un grave danger à nos démocraties, dont les deux fondements cardinaux sont la liberté d'expression et le respect des opinions d'autrui. Je comprends toujours pas, je vois pas le rapport avec la chaussette, mais d'accord. Ainsi que le recours au suffrage universel qui seul peut conférer la légitimité à nos gouvernants. Oui, mais là encore, je vois pas très bien le rapport avec la chaussette. Ou alors, je comprends pas. Ou alors, les gens dont ils parlent, ce sont des extraterrestres. En fait, ils sont tellement loin de ma façon de voir le monde qu'en fait, je comprends pas. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre le discours du mec, quoi. Parce que je piche pas. Je vois pas qui c'est qui véritablement dans la population française peut par ses actions être un danger pour la démocratie et pour les fondements cardinaux qui sont la liberté d'expression et le respect des opinions d'autrui. Genre, c'est 50 connards sur le territoire qui ont des idées comme ça et qui peuvent virtuellement ou réellement avoir des actions violentes. En quoi ces gens peuvent-ils être un danger pour la société? Et c'est éventuellement des dangers pour des individus, mais c'est tout. C'est ça que en fait, c'est toujours ça que je comprends pas. C'est comment ils quantifient l'importance de ces événements et de ces gens. Par ailleurs, les périodes de troubles qu'ont traversé nos démocraties, notamment la crise sanitaire, ont été propices à la recherche d'explications simples des ordres du monde. Des profils d'un genre nouveau, complotistes ou conspirationnistes sont ainsi venus s'agréger à des groupuscules d'ultra-droite. S'ils ne partagent pas nécessairement l'intégralité de cette idéologie, ils se retrouvent dans la désignation des boucs émissaires communs. Bigre. Quel est l'état réel de la menace terroriste ultra-droite? En France, 10 actions terroristes d'inspiration néo-nazie, accélérationnistes, qui consistent à accélérer la survenue d'une guerre raciale avant qu'il ne soit trop tard pour l'emporter, racistes ou complotistes ont été déjoués depuis 2017, avec des cibles aussi variées que des citoyens de confession musulmane ou juifs, des élus ou des francs-maçons. Concrètement, ces menaces peuvent émaner d'individus solitaires qui nourrissent une haine absolue contre ceux qu'ils tiennent pour responsables de leurs difficultés et de celles du monde. Au sein de la mouvance accélérationniste, les auteurs de tueries de Buffalo, d'Oslo ou encore de Schoenchurch, en fait, ils vont nous sortir des trucs. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe en France. J'en ai rien à battre des tueries à Buffalo, à Oslo, à Christchurch. Moi, ce qui m'intéresse, c'est parlez-moi de ce qui se passe en France. La seule chose qui nous sortent, c'est des groupes de mecs en bombers qui se baladent dans la rue avec des barres de fer et des battes de baseball. C'est le seul truc que j'ai vu, moi. Ils sont où les actions là? Non, non, c'est en fait pour moi c'est de la branlette. C'est de la branlette. Montrez-nous des choses sérieuses. Là, en fait, les seules choses qu'ils nous ont trouvées, c'est des mecs qui font des trucs sur Telegram, quoi. Et c'est des fantasmeurs, donc il y a rien de sérieux. Il faut trouver autre chose, quoi. Donc les tueries de masse, elles sont pas en France. Moi, je vois des tueries de masse passer pour d'autres causes, mais non, là, non. Alors, tueries de masse commises par des terroristes ultra-droites, respectivement en 2022, 2011, 2019, au nom de la haine des Noirs, des étrangers, des musulmans, des juifs, de la sociodémocratie. Ouais, mais bon, ça concerne pas la France, que j'en ai à foutre. Sont littéralement idolâtrés, le fait de passer à l'acte devient alors la garantie de devenir un saint. Bah, il n'y a pas beaucoup de gars qui veulent être des saints, a priori, hein, parce qu'on n'en voit pas beaucoup des trucs comme ça. Et les terroristes musulmans nous ont montré que c'était très très simple. Hein. Allez au BHV, acheter un couteau, et puis
En route, Émile. Le seul gars qui a fait ils en parlent pas, hein, parce qu'au début, ils ont raccroché ça à l'extrême droite, et puis ils se sont rendus compte que c'était les Turcs. Donc, je sais plus comment il s'appelle, le groupe de mecs d'extrême droite turcs, qui n'aiment pas les... Il y a un facho anti-fuck en Antarctique. Euh, très très bon, très très bon. Donc oui, donc en fait, qu'est-ce que je disais? Oui, donc en fait, il y a le mec là en décembre, le vieux, qui avait fait des coups foireux contre des mecs là, des migrants, je sais plus où, dans le nord, dans un camp de migrants. Et puis là, d'un coup, on le dépose en bagnole dans une rue où il y a c'est quoi là, les ennemis des Turcs? Ouais, les loups. Merci Tonio. Et c'est quoi déjà? J'allais dire des Khmers rouges, mais non, c'est des Kurdes. Non, c'est pas des Kurdes. Si, c'est des Kurdes. Oui, c'est les Kurdes. Voilà, c'est les Kurdes. Donc en fait, dans un coup, il y a que des Kurdes. Le mec, il est avec son pistolet, il rentre dans un truc où il y a une réunion, et puis pan, il en tue je sais pas combien. Et puis après, il va dans un salon de coiffure, et puis il voulait encore tirer, ou je sais pas quoi. Donc là, c'est l'extrême droite, nana. Et après, d'un coup, on n'en parle plus. Vous avez remarqué comment ça a été vite? Donc ils ont fait leur petite machin. Et après, bah, en fait, l'histoire, c'est qu'en fait, c'était, a priori, c'était un mec qui s'est fait manipuler ou qui était membre, alors je vois pas pourquoi, d'un groupe d'extrême droite turc qui essaye d'éliminer des opposants kurdes, bah, qui veulent leur Kurdistan, etc., etc. On connaît l'histoire, quoi. Mais des trucs un petit peu sérieux faits par des activistes d'extrême droite. En 30 minutes déjà, des messages de toute la NUPES, les fachos noacisme, ouais. Kurde, merci Kurde, c'est ça. Il y a des Kurdes sympas pour de vrai. Bah moi je connais des Kurdes, bah je connaissais des Kurdes, j'ai pas bossé avec eux, mais je bossais au même endroit qu'eux. En même endroit que des Kurdes. Je sais plus ce qu'ils faisaient. Et oui, bah ils sont sympas. De toute façon, tout le monde est sympa, hein, réellement. En général, bon, à part les vrais connards, les gens, ils sont là pour vivre tranquille, hein. Mais bon, effectivement, il y a toujours des... Oh, j'ai plus de café. Il y a les gens, en général, ils veulent une vie tranquille, ils veulent gagner du pognon, ils veulent avoir une petite gonzesse ou un bonhomme. Les gens sont simples, avoir des enfants. Donc, à part les timbrés, ça se passe relativement bien, hein, toujours, hein. Le risque peut aussi provenir de l'action de petites cellules constituées en marge d'associations ou de groupes préexistants, qui considèrent que le discours qui est tenu n'est pas assez radical. Ça, par contre, effectivement, pour moi, c'est le seul véritable risque. Moi, dans ma vision des choses, c'est plus des groupes à l'intérieur de partis en fait, ils ont un environnement dans lequel ils peuvent se rencontrer. Ils ont une vision beaucoup plus extrême. Et là, par contre, parce qu'il y a un contact physique, il y a le temps. Donc oui, pour moi, c'est plus là-dessus qu'il y a véritablement un danger. Marge d'association de groupes préexistants qui considèrent que les discours qui est tenu n'est pas assez radical. C'est parce que la menace naît au sein de groupes structurés que le ministre de l'Intérieur, à chaque fois qu'on a la possibilité juridique, en propose la dissolution. Comme si cela avait une efficacité véritablement. Je ne s'en suis pas sûr. Il y a un phénomène inquiétant, la présence parmi l'ultra-droite de membres ou d'anciens membres des forces de l'ordre de militaires. Bah, j'ai cru comprendre, même à la LFI, il y a des anciens membres des forces de l'ordre et des militaires, hein. Il y en a partout, hein. Alors, je sens mauvais. De la moula, de la drogue. Happy Wheel. Et des cons, il y en a partout, hélas. Et des Turcs aussi. Il y a des Kurdes sympas, pour de vrai. Le territoire, en tout cas. Il y a un phénomène inquiétant, la présence par l'ultra de membres, d'anciens membres des forces de l'ordre. Ok.
Les groupes au sein desquels ce genre de profil constitue la majorité sont très rares. Mais il est vrai que les discours de cette mouvance, l'attirance pour les armes à feu également, trouvent un écho particulier chez certaines de ces personnes. Sans exagérer le phénomène, ce sont des sujets que nous suivons en effet d'extrêmement près, en lien étroit avec le ministère des Armées. À chaque fois que cela se révèle nécessaire, nous proposons des mesures d'entrave, notamment disciplinaires. Donc, en fait, là, je dirais que c'était des risques qui étaient beaucoup plus importants. On a bien vu avec l'OS et compagnie, il y a eu des vraies périodes dans l'histoire où il y a eu du vilain. Mais maintenant... Mais, là encore, en fait, je pense qu'ils ont véritablement peur des mouvances d'ultra-droite, quoi. Alors que franchement, en nombre, ils sont tellement ridicules. Alors peut-être que le vrai risque, c'est peut-être qu'ils ont des accointances avec des gens qui ont une certaine influence. C'est possible, je sais pas. Mais comme ils nous le disent pas, ça... Observe-t-on une porosité entre l'extrême droite et l'ultra-droite? Je sais pas. Ah, je vous amuse? Bah, lâche un billet si je t'amuse. Fais pas comme moi, sois pas un ragondin qui veut pas lâcher un fifrelin. Observe-t-on une porosité? Alors, ça, par contre, c'est vrai que je pense qu'il y a une véritable porosité. Parce qu'en fait, s'il y a des insatisfactions d'un point de vue électoraliste, tu vas aller plus loin. Donc c'est possible, ouais. Mais en fait, le compte, je sais pas du tout. Je connais pas tout ça, en fait. Moi, la DGSI n'a pas vocation à suivre la vie politique ou celle des partis. Toutefois, il est clair que la vie politique de notre pays peut avoir une influence sur la propension de certains à passer à l'acte. La période électorale de 2022, bien qu'elle ait été marquée par des débats faisant écho aux préoccupations traditionnelles de l'extrême droite, notamment sur les sujets migratoires, a plutôt eu tendance à canaliser les énergies. Les choses ont changé depuis 6 à 8 mois sous l'effet de différents facteurs, dont la radicalité de certains discours politiques extrêmes, mais aussi la conviction de certains militants que seule l'action violente est susceptible de déboucher sur des résultats. La manière dont la gauche s'est saisie au printemps de la contestation de la réforme des retraites a également conduit une partie de la mouvance d'ultra-droite à se mobiliser à son tour pour ne pas laisser la rue à la force politique opposée. Depuis le printemps, nous assistons ainsi à une résurgence très préoccupante des actions violentes ou des intimidations de la part de l'ultra-droite dont une partie s'inscrit en rupture assumée avec le cadre démocratique. Les élus, et singulièrement les maires, y sont particulièrement exposés de manière intolérable. Les menaces abjectes à leur égard à Saint-Brévin-les-Pins, à Caillac, ou à travers des courriers anonymes d'une rare violence, en sont l'illustration. Les menaces formulées à l'égard des membres de la communauté LGBT ou des étrangers sont tout aussi insupportables. Alors là, c'est marrant. En fait, on a... Et là, c'est la deuxième fois que je vois ça dans le petit discours du monsieur. C'est que on passe d'une notion sécuritaire, donc danger, risque, etc., à des notions liées à la morale, liées... c'est pas son boulot. Enfin, voilà, c'est la DGSI, c'est aussi une police politique. Hein. Faut pas. C'est la police de la République, la police politique de la République, mais ça reste une police politique. Ces histoires-là, là, ils nous parlent en fait de la porosité entre éventuellement des groupuscules d'ultra-droite et les groupes locaux zémouristes qui ont fait des actions, mais des actions qui n'étaient pas violentes. Après, on nous parle, là, il parle en travers de l'histoire du mec qui s'est fait cramer sa baraque et ses bagnoles. Mais rien ne prouve que ça soit des mecs d'ultra-droite qui ont fait tout cramer. Réellement, en toute objectivité. Après, qu'il y ait des actions rugueuses, c'est évident. Mais c'est, hélas, notre société est devenue de plus en plus rugueuse, de plus en plus violente. Les actions politiques, on en revient un petit peu aux pratiques de l'après-guerre, où nous avions des communistes et des membres de la... Je ne me souviens plus comment il s'appelait, le parti de droite, pas le parti gaulliste, hein, où en fait, il y avait des actions violentes, il y avait du cassage de tête, il y avait... C'était rugueux. Effectivement, il y avait ça aussi.
des syndicalistes qui se prenaient une bonne trempée, et des fois qui se relevaient pas, des chefs d'entreprise à qui il arrivait des accidents. Ça existait, ça existait. Donc peut-être que on revient dans une période où il y a ce type d'action. Mais pour moi, j'assimile plutôt ça du banditisme mais bon, là encore, qui suis-je? Mais par contre, ce que je déteste, c'est en fait quand il commence à mettre de la morale dans son propos. La crise des retraites a-t-elle constitué la forme de catalyseur pour une nouvelle génération de militants? La crise des retraites a connu un avant et un après l'utilisation du 49.3. C'est très net dans la physionomie des rassemblements. Dès la première manifestation qui issue du 49.3, le 23 mars, les différents services de renseignement documentent clairement que l'entrée en lice des collectifs d'ultra-gauche, ils arrivent, qu'ils soient anarcho-autonomes ou antifa, a servi de catalyseur. Quand la nouvelle génération des militants ultra-gauche, une partie a investi la sphère environnementale, contribuant à la radicalisation de ces modes d'action. En fait, un petit paragraphe pour un truc, en fait, qui pourtant est important, puisque il nous parle du désir de ces mouvances d'ultra-droite de pas laisser la rue à l'ultra-gauche. En fait, c'est en réactance directe à cela, on est bien d'accord. Donc, puisqu'en fait, on sait bien que ça soit les antifas ou les mouvances d'ultra-droite, c'est tous des tarés. À la limite, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils s'entretuent tranquillement dans leur coin, et en fait, ça nous ferait des vacances, quoi. Qu'ils soient anarcho-nanana, donc ok, donc en fait là, l'angoisse donc de la DGSI, c'est l'éco-terrorisme. Les affrontements de Sainte-Soline, de Sèvres autour de la question environnementale marquent-ils un tournant? Moi, je sais pas, j'ai pas l'impression. Moi, c'est un truc qui existe en Allemagne depuis super longtemps, aussi en France. En fait, il y a toujours eu, dans mon souvenir, il y a toujours eu des actions des écologistes très, des fois, parfois très, très violentes. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Triste temps, un type qui se prend pour le nombril du monde. Ah bon? Et la peinture rouge sur la maison du maire de Montjoie. Ah oui! Ah, excuse-moi, triste temps, t'as raison. Oh là là, oui, effectivement. La peinture rouge, oh mon Dieu, oh là là, horreur. Oh là là, oh là là. Et puis les deux jeunes qui ont été condamnés, je sais pas quoi, parce ils avaient pris les drapeaux qui étaient sur la mairie. Ah là 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 là, ah mon Dieu, ça c'est effectivement, ça rentre dans les statistiques des actes terroristes ou assimilés, j'ai l'impression, c'est quand même la tristesse. Il existe de marques adversaires dans lesquelles se mobilisent à gauche la lutte contre l'État capitaliste, l'extrême droite, les forces de l'ordre ou encore le personnel pénitentiaire. Ah, je savais pas pour le personnel pénitentiaire. Le phénomène nouveau de ces derniers mois, c'est la part croissante de ces militants qui ont investi la question environnementale. Que mes propos ne soient pas mal interprétés, la lutte contre le réchauffement climatique est un combat légitime qui mérite d'être mené avec détermination. Putain, mais c'est pas ton rôle, t'en as rien à foutre de la nature, qui vous emmerde. Avec les moyens admis en démocratie. Or, ce qui est très nettement été documenté à Sainte-Soline, c'est que cette revendication constitue une certaine, pour certains, un prétexte pour s'en prendre au symbole de l'État, aux forces de l'ordre, ce qui appelle le système au capital et à tous ceux qui le représentent. La manière dont l'ultra-gauche investit la sphère environnementale est importante. Ces modes d'action est un sujet de préoccupation. D'ailleurs, rien que pour ça, je vais vous repasser. Donc, je l'ai envoyé là, que je le retrouve. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Bah, il est où? Bah, il est où? Bah, il est où? Bah, il est où? Bah, je sais pas où je l'ai envoyé. Attends. 20 août. Alors, comment c'est où ça? Réponse, tweet marquant. La 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 la. Oh, le petit chat. Je vais retrouver ou je vais pas retrouver? Ah, c'est là. Allez. Les invités, permettez-moi de vous introduire. Pour moi, Sainte-Solide, c'est ça. Mesdames et messieurs, distingués invités,
Permettez-moi de vous entretenir aujourd'hui d'un sujet qui est cher à tous les amoureux du jardinage. J'ai nommé l'enfumage des taupes. Oui, vous avez bien entendu, ces animaux à la silhouette discrète et au pelage soyeux peuvent parfois faire des ravages dans nos parterres, nos pelouses et nos jardins. Et quoi de mieux pour s'en débarrasser que de les enfumer? Mais attention! Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas ici d'une méthode barbare ou cruelle. Non, 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 non. Nous parlons ici d'un enfumage bienveillant, réalisé avec des moyens naturels et respectueux de l'environnement. Imaginez-vous, mes chers amis, que l'on puisse apaiser ces pauvres taupes avec une fumée douce et parfumée, qui les inciterait gentiment à quitter les lieux sans heurts ni malice. C'est là toute la subtilité de l'enfumage des taupes. Mais comment cela fonctionne-t-il, me diriez-vous? Eh bien, il suffit tout simplement de faire brûler des herbes aromatiques telles que la lavande, le thym ou la sauge, et de diffuser cette fumée dans les galeries creusées par les taupes. Croyez-le ou non, ces petites bêtes sont très sensibles aux odeurs et cela les incitera à quitter les lieux dans les plus brefs délais. Bien sûr, il convient de préciser que cette méthode ne doit être utilisée qu'en dernier recours, lorsque toutes les autres alternatives ont été épuisées. Car après tout, nous ne souhaitons pas faire de mal à ces charmants animaux qui ne cherchent qu'à vivre leur vie paisiblement. Mesdames et messieurs, voilà donc l'enfumage de taupe expliqué de manière... Bon, voilà. Bon, en fait, surtout, c'est que effectivement, je suis pas sûr que ça soit d'éco-terrorisme, mais en fait, puisque la notion de terroriste, mais disons qu'en fait, activisme très très radical et plutôt violent, c'est sûr. C'est sûr. Là, on voit bien. Et là, vous avez remarqué la séquence actuelle où la Ligue des droits de l'homme. Oui, en fait, quand les polices, les CRS et tout ça, ils ont réprimé les écologistes et tout, et puis il y avait des députés qui étaient là, ils ont été bousculés. Genre les terroristes allaient au CAC avec les CRS, quoi. Faut arrêter la drogue, convenons-en. Bon, attendez, je sais plus où j'en étais, moi. Que mes propos ne soient pas mal interprétés, nanana. Ok, on l'a vu. À Sainte-Soline, certains manifestants s'étaient manifestement préparés pour en découdre. Tu m'étonnes. Il y avait eu des contrôles, ils avaient chopé des trucs avec des boulons, des boulons dans du béton. Franchement, un flic se prenait ça sur la gueule, ça se passait très très mal. Hein. Bon, il se trouve qu'il y a un des manifestants, un des contestataires, il a eu une des, mais ça arrive souvent, hélas, une grenade, je sais pas quoi, qui lui a pété dans la main et puis bah il avait plus de main quoi. Le mec, il a perdu sa main. Il avait deux doigts qui pendaient comme ça. Bon bah c'est une catastrophe pour lui, mais bon, je dirais que c'est un petit peu le risque. C'est un petit peu comme ce qui s'est passé pour le pauvre bonhomme qui s'est pris une balle en plastique dans le bidon. Il a fait un arrêt cardiaque, il est mort. Voilà. Ils essayent de limiter au maximum en utilisant des trucs qui sont pas létaux, mais vu le nombre d'actions qui se passent, statistiquement, il y a toujours des choses qui se passent mal, quoi. Salut Loïc P. Moi, je dirais que c'est plutôt faf. On est plutôt chez les faf ici. Quoique je me considère pas comme un faf, mais je suis plutôt faf, oui. En fait, je sais pas. C'était quoi le titre? Je me souviens plus du titre. Je sais pas, c'est plutôt droite. Ah oui, le titre. Ouais, c'est vrai que le titre peut poser question. L'ultra-gauche constitue en effet d'abord et avant tout une menace pour l'ordre public. Et là, je suis d'accord. Plus que on n'est plus à l'époque d'Action Directe et compagnie, où il y avait véritablement et puis c'était plus des anarchistes, des machins. En plus, c'était une époque où on avait un petit peu une convergence des luttes entre les différents mouvements. Donc, on avait l'extrême gauche, les anarchistes, qui étaient en association avec les gens de l'ETA d'un côté, de l'IRA de l'autre côté, avec les Palestiniens. Donc, les gens se donnaient des petits coups de main, etc. Donc il y avait quand même un terreau commun et ils se donnaient des petits coups de patte.
Mais là, maintenant, je pense pas qu'il y ait de lien, par exemple, entre éventuellement l'ultra-gauche un petit peu revendicative et violente, et par exemple les islamistes. Vous voyez, je pense pas qu'il y ait il y ait de lien. Ils sont pas assez radicaux pour ça. Il y a pas de raison en plus. Donc l'ultra-gauche est avant tout une menace pour l'ordre public, mais cette menace ne doit pas être minimisée. Et c'est là où encore, on retrouve ça comme avec l'extrême droite, c'est une criminalisation normale, normale par rapport à notre société, à notre donc à nos institutions, mais des fois ils abusent un peu, ils appuient un petit peu trop sur le trait. D'abord parce que certaines manifestations des derniers mois ont franchi un cap et il n'est pas possible de se résoudre à ces déferlements de violence. Deuxièmement, plusieurs individus de la mouvance ont été mis en cause fin 2020 dans une association de malfaiteurs en vue de commettre des infractions terroristes. 7 prévenus, dont un ex-combattant anti-Daesh en Rojava, seront jugés à l'automne pour association de malfaiteurs terroristes pour des projets d'attentat. Mais là encore, il y a toujours des cons qui se laissent aller à leurs pires instincts, quoi. Et c'est les mêmes que ceux qu'on trouve à l'extrême droite, quoi. Bon, à l'ultra droite, je sais pas comment tu appelles ça. C'est le même genre de taré. Moi, franchement, moi, je prendrais là tous ces gens-là, je te les mets dans un champ et je dis, allez, amusez-vous, quoi. Qui s'entretuent et qui foutent la paix à la majorité de la population, qui veut pas de ça, quoi. Troisièmement, les mouvances d'ultra-gauche ces dernières années se sont signalées par des actions clandestines particulièrement violentes, à travers notamment des campagnes incendiaires comme celles qui ont visé la quinzaine de Mélan. Un incendie vise plusieurs véhicules de gendarmerie d'une brigade située dans une localité de l'Isère et se propage en partie au bâtiment d'habitation des familles des militaires. L'action est revendiquée par un groupuscule d'ultra-gauche. Mais là aussi, c'est pas quelque chose de récent. Moi, j'ai toujours l'impression d'avoir connu ça, des actions de ce type-là. Alors, est-ce qu'il y a plus maintenant? Je ne sais pas. C'est possible. D'autres actions clandestines de type saccage, destruction de biens me semblent aussi présenter une gravité très significative. Enfin, ce n'est pas parce que l'ultra-gauche n'est pas passé à l'acte terroriste ces dernières années que le risque n'existe pas. Nous sommes ainsi extrêmement préoccupés par la manière dont des groupuscules français sont influencés par des structures étrangères. En juin de cette année, un forum français d'ultra-gauche a par exemple salué l'action des militants grecs qui avaient placé un colis piégé devant le logement personnel d'un policier à Athènes. Aux yeux de ces militants, s'en prendre au système nécessite désormais de s'en prendre à ceux qui l'incarnent, pas seulement à ceux qui le dirigent. Mais là, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit le petit monsieur. Moi, je pense qu'on a déjà atteint ce cap de manière indirecte, mais quand on voit le doxing systématique que l'on a, et c'est pas nouveau, les listings d'adresses de noms, d'adresses de flics qui sont posés sur différents réseaux. On a la même chose avec les fameux listings, les fameux organigrammes. Bon là, c'est plus politique directement. Des membres de mouvements ultra-droite, là encore, avec diffusion de photos, de numéros de téléphone, d'adresses. On en a vu passer aussi. Pourquoi ils diffusent ce genre de choses? C'est en se disant que peut-être il y a un malade qui va se déplacer. Donc en fait, ils télécommandent en fait des actions violentes. En tout cas, ils les appellent de leur vœu, à défaut de les réaliser eux-mêmes. Donc, je dirais que le cap est pratiquement franchi déjà, et puis depuis quelque temps. Seri est un boomer de gauche, mais il est cool. Hein? Enfin, pas faf, tu veux dire, on pense pas nous-mêmes. On pense par nous-mêmes. Ah ouais, bah c'est ça peut-être. Bah disons, moi, c'est tout, parce qu'il faut quand même de l'historique. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces conneries en septembre de l'année dernière. Avant, je n'avais rien à battre. Je me suis jamais intéressé à tout ça. Mais je me suis dit, tiens, il faut que j'ai envie de faire une chaîne, il me faut un sujet. J'ai dit, tiens, et puis,
je suis comme tout le monde, j'ai mes avis, et puis j'ai regardé. Alors je suis quoi, moi? Je suis de gauche, je suis de droite. Bon, de toute façon, je sais que je sais que je suis pas d'extrême gauche. Communiste peut-être, un peu, sur certains points, je dirais. Mais en fait, je suis un indécis de droite, quoi. Mais comme en fait, on se trouve dans l'opposition, dans la réaction à ce que les gens pensent et disent. Moi, j'ai pas cherché à comprendre. Je me dis, allez, moi, je me fous à l'extrême droite, comme ça, c'est réglé. Je peux pas non plus aller plus loin, quoi, parce que bon, je comprends pas ce qui se passe derrière. Mais je sais que je suis pas de gauche, ça, c'est certain. Triste temps, si la femme et les enfants de Florian M se font tuer, ce sera la faute. Ah non, mais on connaît son nom. On connaît son nom, c'est Florian. Je l'ai vu, son nom, je l'ai vu passer tout à l'heure. J'ai vu son nom, le numéro de téléphone où il était. J'ai même vu passer une adresse. Hein. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oui, mais tu as tout à fait raison, triste temps. C'est que si il leur arrive quelque chose, oui, les responsables seront ceux qui ont doxé les informations. Et c'est pas n'importe qui, parce que c'est pas n'importe qui a accès à ça. C'est soit un journaliste, soit un flic. Je pense plutôt les journalistes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Franchement compliqué des fois, ce n'est pas très important. Non, c'est pas important, mais en fait, les gens aiment bien positionner les trucs. Bon, en tout cas, moi, quand je regarde mes vidéos, franchement, ça pue comme vachement l'extrême droite. Hein. Je veux pas dire, mais ça sent pas bon. Hein. Ça sent les heures les plus sombres de notre histoire. Hein. Alors, attends, j'en étais où? Par des structures étrangères. Bon, allez, ok, on avait fini. Supposer que parce que des groupes s'en prennent à des biens, ils s'en prennent aussi à des personnes. N'est-ce pas un raisonnement biaisé? Ouais, un petit peu quand même. L'histoire du terrorisme est une histoire de cycle. Cela vaut pour le terrorisme islamiste comme pour le terrorisme politique. Et notre responsabilité, c'est de garder la mémoire longue et d'essayer d'anticiper ces cycles. En France, en Italie, en Allemagne, dans les années 70-80, l'ultra-gauche a tué en considérant que la légitimité de ses idées devait conduire à ce type d'action radicale. Ce qui nous préoccupe, c'est l'émergence du même discours chez certains, la conscience intime que nos démocraties sont soumises à des dangers imminents, que l'autorité politique ne les prend pas en compte et que des actions contre les biens ne sont pas suffisantes. Le risque d'une gradation vers des actes de violence physique n'est pas une vue de l'esprit. La notion d'écoterrorisme existe-t-elle? Ah, on arrive à la fin. Putain, il est long, hein. Il existe deux manières de qualifier cette notion. Je suis juriste de formation, et la première consiste à regarder le droit et à en rester à ce que dit le code pénal. Le terrorisme est le fait d'user de l'intimidation, de la terreur pour troubler gravement l'ordre public. Ces dernières années, c'est un fait, aucune action de cette nature n'a été commise au nom de la cause environnementale. D'accord. Néanmoins, face à des idéologies qui légitiment et théorisent le recours à l'action violente pour inviter nos gouvernements à agir encore plus contre le réchauffement climatique. Lorsque des faits de dégradation par incendie commis en juin glorifient la personne du terroriste américain Uina Bomber, récemment décédé à travers l'inscription « Nous prenons la relève », lorsque des organisations comme le Soulèvement de la Terre, donc c'est le mouvement qui a été liquidé, même si elles s'en défendent, diffusent des modes opératoires fondés sur la violence qui sont ensuite suivis d'effets ou font le tour de la mouvance radicale d'ultra-gauche française et européenne pour les mobiliser. Il y a de quoi rester vigilant. Ouais, là je comprends moins ce qu'ils racontent, hein, je vous l'avoue. Hein. Après, aborder la situation sous cet angle, n'est-ce pas faire la police prédictive? Ouais, bah, c'est ce que je pense aussi. C'est ce que je disais concernant l'ultra-droite tout à l'heure. Le travail du renseignement, c'est de faire de la prévention et de la police administrative. Le renseignement, et c'est toute la difficulté de la tâche, a vocation à prévenir la survenance d'une action violente en particulier. On ne fait pas de la prédiction, mais de la prévention. Bah oui, mais ça, après, on le voit bien avec nos ministres, notre administration, en fait, le tenant politique du système, lui, n'a pas... non. Prévention, ça veut dire élimination, pas physique, hein, mais élimination du champ démocratique. Mettre à l'index. En fait,
j'ai vraiment toujours l'impression qu'ils veulent radicaliser. Parce que quand tu te radicalises, bah, en fait, tu rentres du champ. Donc, tu n'es plus audible. Bah, c'est normal que tu te radicalises. Observez-vous une résurgence du terrorisme en Corse? Oh, on les avait oubliés, les Corses. À la demande du président de la République, le ministre de l'Intérieur a ouvert un cycle de discussions qui dure depuis maintenant plus d'un an et auquel participent l'essentiel des forces politiques corses, avec, si les négociations sont conclusives, des avancées à prévoir notamment au plan institutionnel. Dans le même temps, la période récente a également été marquée par le retour de la violence, avec une quarantaine de faits considérés par la justice comme relevant d'actes terroristes. Cela dit, le niveau de menace terroriste au couvre des lignes n'est pas comparable avec celui que prévalait avant la décision du FLNC de renoncer temporairement à la violence en 2014. Les actions récentes n'ont strictement rien à voir, ni en matière de sophistication, ni en matière de nombre de personnes impliquées avec ce qu'on a pu connaître par le passé. Cela ne nous empêche pas de lutter contre elles avec beaucoup de détermination, d'abord parce qu'elles constituent de graves atteintes au bien, ensuite parce qu'elles portent en germe une forme de gradation. Par ailleurs, une partie de ces actes est liée, de près ou de loin, à des comportements qui ressortent davantage au crime organisé. Oui, tu m'étonnes. Avec le retour des tentatives de racket commises au nom d'une prétendue cause politique. Eh ouais. Voilà. Donc ça, c'est la version à peu près complète de la fameuse interview que Nicolas Lerner, le directeur général de la sécurité intérieure, donc la DGSI, a fait auprès du Monde. Alors, effectivement, on s'éloigne un petit peu, même un petit peu beaucoup, de la reprise de l'AFP qui se concentrait uniquement sur l'ultra-droite. Bon. Par contre, vous remarquerez un truc, et ça, je sais pas, je crois que c'est Cabé qui le disait. On nous parle pas de pourcentage, on nous dit c'est principalement donc les islamistes, le risque islamiste, après l'ultra-droite, après la gauche, l'ultra-gauche, l'écologie et compagnie. Mais on nous précise pas bien les trucs. Et on nous dit le risque, donc en pourcentage, le pourcentage du risque terroriste de l'ultra-droite a augmenté. Mais par rapport à quoi? Par rapport à où il était, par rapport à où il est maintenant?